Aujourd'hui, vous allez voir les 10 acteurs européens qui tournent en ridicule 99% des acteurs de Hollywood. Des acteurs qui ont refusé de faire du théâtre pour commencer à jouer en montrant leur âme, leur intensité, leur naturel. Après le classement des meilleurs acteurs américains, beaucoup d'entre vous en redemandaient. Mais ne vous y trompez pas, ce classement n'est pas une catégorie inférieure, bien au contraire. En fait, le meilleur acteur de l'histoire est européen. Mads Mikkelsen est la définition même du magnétisme. Avec une présence physique imposante et un regard capable de glacer le sang ou de vous briser le cœur, ce Danois possède une technique animale. Il est capable de soutenir un premier plan pendant des minutes sans dire un mot, transmettant une ambiguïté morale qui dérange et fascine à parts égales. C'est l'équilibre parfait entre l'élégance européenne et une force physique brute. Nous l'avons vu dévorer l'écran dans Hannibal, où il a réussi à nous faire oublier Hopkins. Et dans Drunk, il nous a offert une catharsis humaine inoubliable, démontrant une maîtrise du corps et de la tragicomédie digne des plus grands de l'histoire. Mais s'il y a un film qui justifie sa présence dans cet Olympe, c'est sans aucun doute La Chasse. Il y incarne Lucas, un homme dont la vie est pulvérisée par un mensonge d'enfant, dans une société qui décide de l'exécuter socialement sans preuve. Le jeu de Mikkelsen est, tout simplement, dévastateur. Il n'a pas besoin de cris ni de grands gestes. La douleur se lit dans ses yeux, dans le tremblement contenu de sa mâchoire et dans ce regard de chien battu qui tente encore de maintenir sa dignité. Il y a une scène dans l'église pendant la nuit de Noël où Mads se retourne pour regarder son ancien meilleur ami. C'est un duel de regards qui crève l'écran. À cet instant, Mads personnifie l'impuissance la plus pure de l'être humain. Grâce à cette interprétation, il a remporté le prix d'interprétation masculine à Cannes et a prouvé au monde que, pour émouvoir jusqu'aux os, Hollywood n'est pas nécessaire. Il suffit d'un visage capable de supporter le poids d'une injustice universelle. Javier Bardem est bien plus que l'acteur espagnol le plus international de l'histoire. C'est un interprète d'une honnêteté brutale, capable de transformer son corps et son visage pour disparaître complètement derrière ses personnages. Il possède une présence physique imposante, une voix qui résonne avec autorité et une sensibilité qui lui permet de voyager de la psychopathie la plus absolue à la vulnérabilité la plus profonde. Dans Mar Adentro, il nous a émus aux larmes en incarnant Ramón Sampedro, un homme qui ne pouvait jouer qu'avec le regard. O me vas a tiborrar a somníferos como hacían en el hospital. Nadie va a impedir que salga de aquí, ¿eh? ¡I know! Y menos tú. Et dans Beautiful, il nous a offert une descente aux enfers, pleine de noirceur et d'une humanité déchirante, qui lui a valu sa 3e nomination aux Oscars. Mais s'il y a un rôle qui est resté gravé au fer rouge dans l'histoire du cinéma, c'est celui d'Anton Chigurh dans No Country for Old Men. Dans ce chef-d'œuvre des frères Coen, Bardem ne crée pas un méchant, il crée un monstre métaphysique. Son interprétation est un exercice de retenue absolue. Chigurh est une machine à tuer qui n'a ni remords ni plaisir. Bardem utilise le silence d'une manière terrifiante. Chaque fois qu'il apparaît à l'écran, le rythme du film change. Son contrôle de la respiration, ce regard vide et sa cadence de parole transforment une coiffure ridicule en l'image même de la mort inévitable. Il n'y a pas un seul gramme de surjeu. Tout est poids, gravité et une froideur chirurgicale qui lui a valu le premier Oscar pour un acteur espagnol. Max von Sydow n'était pas un acteur, c'était une cathédrale. Sa voix de baryton et ce regard qui semblait avoir vu le début et la fin du monde ont fait de lui le collaborateur ultime d'Ingmar Bergman. Il représente l'autorité intellectuelle et spirituelle du cinéma européen. Il possédait une dignité inatteignable, capable de doter d'une humanité profonde des personnages qui, entre d'autres mains, n'auraient été que de simples caricatures ou des statues de marbre. Dans L'Exorciste, il nous a offert une figure de foi inébranlable, projetant une vieillesse millénaire, alors qu'il n'avait que 44 ans. I cast you out! Unclean spirit! In the name of our Lord Jesus Christ! Et dans Pell le Conquérant, il nous a brisé le cœur en père âgé, pauvre et vaincu. Mais c'est dans le 7e sceau que von Sydow devient éternel. Tomheten, herre. Det kan inte vara så. Se på hennes ögon.
Dans ce chef-d'œuvre existentialiste, von Sydow incarne un homme qui revient des croisades pour ne trouver que la peste noire et se retrouver face à face avec la mort. Son duel d'échecs avec la faucheuse est l'une des images les plus puissantes de l'histoire du 7e art. Ce que fait von Sydow ici est de la pure magie interprétative. Il parvient à personnifier le doute existentiel, la peur du vide et la recherche désespérée de Dieu, sans aucune trace d'exagération. Son visage est un paysage de désespoir et de curiosité. Chaque mot qu'il prononce a le poids d'un testament. Alors qu'à Hollywood, les héros luttaient contre des méchants, von Sydow luttait contre le silence de Dieu et l'inéluctabilité de la fin. C'est une performance qui transcende le cinéma pour devenir de la pure philosophie. Voir Max von Sydow dans ce film, c'est comprendre pourquoi le cinéma européen joue dans une ligue intellectuelle et spirituelle que Hollywood, malgré tous ses efforts, parvient rarement à effleurer. Bruno Ganz était, et reste, le cœur du cinéma européen. Un acteur doté de la sensibilité d'un poète angélique. Son visage, marqué par une expressivité mélancolique, est devenu la toile sur laquelle des réalisateurs comme Wenders ont dessiné la solitude de l'homme contemporain. Mais le détail qui prouve son statut de légende est que Bruno Ganz était le porteur de l'anneau d'Iffland, un bijou hérité depuis des siècles que seul peut posséder l'acteur de langue allemande le plus important et le plus digne du moment. Ganz a porté cet anneau jusqu'au jour de sa mort. Nous l'avons vu frôler la divinité dans Les ailes du désir, où il incarnait un ange renonçant à l'éternité par amour. Dans L'ami américain, il a montré une fragilité physique et morale qui l'a consolidé comme l'acteur fétiche du nouveau cinéma allemand. Mais cette sensibilité qui a fait de lui un ange a aussi servi à interpréter le dictateur allemand, Adolf Hitler. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigen. Dans La Chute, Ganz réalise un miracle d'interprétation. Il parvient à humaniser le monstre sans le justifier, montrant l'effondrement mental et physique d'une figure historique dans ses dernières heures. Sa préparation fut obsessive. Il a étudié des enregistrements secrets pour calquer la voix et les tics. Mais ce qui bouleverse réellement, c'est son langage corporel. Nous voyons un homme qui se désintègre de l'intérieur, avec ce tremblement constant de la main qui trahit sa défaite totale. Il a réussi à faire ressentir aux spectateurs la claustrophobie et la folie des derniers jours du Troisième Reich de l'intérieur. C'est une performance si puissante et précise qu'elle a effacé toute autre version du dictateur au cinéma. Gary Oldman est l'homme aux 1000 visages. Il possède une capacité presque surnaturelle à disparaître à l'intérieur de ses personnages, modifiant non seulement sa voix et son visage, mais sa propre énergie vitale. C'est un acteur d'excès contrôlé, capable de passer de l'explosivité la plus maniaque à un silence sépulcral en quelques secondes. Sa carrière est un catalogue de transformations qui ont redéfini ce que signifie être un acteur de composition à l'ère moderne. Dans Léon, il nous a offert un méchant iconique et détraqué, qui dévorait chaque plan avec une intensité électrique. Why don't you leave him alone? He said, go back inside. Dans La Taupe, il a démontré l'opposé, une retenue magistrale, remportant la mise uniquement par le regard et les silences d'un espion fatigué. Mais son interprétation la plus légendaire est celle du Dracula de Francis Ford Coppola. It is no laughing matter. Oldman n'interprète pas seulement le vampire, il lui confère une humanité tragique et une aura terrifiante. Son jeu voyage à travers les siècles, nous montrant un guerrier qui renonce à Dieu par amour pour devenir un monstre assoiffé de sang. Ce qui rend cette performance supérieure, c'est l'intensité qu'Oldman injecte dans chaque phrase. Sa voix, profonde et chargée de siècles de solitude, nous convainc que nous sommes face à un être d'un autre monde. Du vieillard décrépit qui reçoit Jonathan Harker au prince séducteur à Londres, Oldman hypnotise le spectateur, avec une gestuelle théâtrale mais profondément organique. Il a réussi à rendre un personnage vu 1000 fois nouveau, dangereux et émouvant à la fois. Anthony Hopkins est le maître du contrôle absolu. Sa technique galloise est chirurgicale. Il sait exactement quand cligner des yeux, quand respirer, et quel silence laisser entre les mots pour manipuler les nerfs du spectateur. Il possède un regard intense qui semble voir à travers l'écran. C'est un acteur d'une économie de moyens prodigieuse. Alors que d'autres ont besoin de crier pour s'imposer, il suffit à Hopkins de rester immobile pour s'approprier chaque photogramme. Il nous a déchiré l'âme dans The Father, dépeignant la démence avec une vulnérabilité terrifiante. I feel as if I'm
I feel as if I'm losing all my leaves. Your leaves? Et dans Les Vestiges du jour, il nous a donné une leçon magistrale de répression émotionnelle. Mais dans Le Silence des agneaux, il ne lui a fallu que 16 minutes pour entrer dans l'histoire. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. C'est le miracle d'acteur ultime. Avec à peine quelques minutes à l'écran, il a créé le méchant le plus mythique du cinéma et a remporté un Oscar. Ce que fait Hopkins ici est de la pure hypnose. Lecter est un aristocrate du cannibalisme, un homme d'une culture et d'une intelligence supérieure qui vous dévore par la parole avant de le faire par les dents. Son interprétation repose sur l'immobilité. Cette posture droite, l'absence totale de clignement d'yeux et cette voix douce, métallique et rythmée créent une atmosphère de danger constant. Hopkins n'a pas besoin d'effets spéciaux pour faire peur, sa seule présence suffit. C'est une performance qui joue avec l'espace et le temps. Une leçon de maître sur la façon dont un acteur européen peut utiliser l'élégance et l'intellect pour transformer le cinéma de Hollywood en une œuvre d'art immortelle. Laurence Olivier représente la fin d'une ère. Alors que les nouveaux acteurs cherchaient le naturalisme, Olivier est resté le dernier grand monarque du théâtre classique transposé au cinéma. Il ne cherchait pas à être le personnage, il cherchait la perfection technique de l'illusion. Un acteur qui croyait que jouer était l'art de feindre à 100%, utilisant le maquillage, la voix et le costume comme des armes pour une transformation totale et absolue. Nous l'avons vu dans Le Limier, dévorant un jeune Michael Caine avec une énergie aristocratique et envieuse. I think the scene the police find is simply this. After the fight... Et dans Rebecca de Hitchcock, où sa seule présence donnait au film cette atmosphère de mystère et de froideur que seul un gentleman de l'Empire britannique pouvait projeter. Mais là où il a porté son jeu théâtral à son apogée, c'est bien sûr dans Hamlet. To be or not to be. Porter Shakespeare au cinéma, sans que cela ressemble à une pièce filmée, est une prouesse que seul Olivier pouvait accomplir. Dans son Hamlet, il est réalisateur et protagoniste, créant une atmosphère gothique et psychologique qui semble moderne encore aujourd'hui. Son interprétation est un pur artifice élevé au rang de génie. Chaque déclamation, chaque regard dans le vide et chaque mouvement de cap sont chorégraphiés avec une précision millimétrique. C'est le testament final d'une époque où l'acteur était un athlète de la parole. Olivier n'essaie pas de vous faire croire qu'il est Hamlet. Il essaie de vous émerveiller par la façon dont un homme peut interpréter Hamlet avec un tel contrôle de ses nerfs et de ses muscles. C'est une performance technique, externe et majestueuse qui ridiculise quiconque tente d'imiter sa technique sans avoir sa discipline. Voir Olivier, c'est voir la fin d'une lignée. Le dernier grand acteur qui, par l'artifice le plus absolu, a réussi à capturer l'essence de la tragédie humaine. Alain Delon était l'homme le plus beau, le plus dangereux et le plus égocentrique de la planète. Son image publique était celle d'un voyou arrogant aux relations troubles, un aimant au magnétisme glacial, qui n'avait pas besoin de jouer, car sa seule présence était déjà du cinéma. Mais ce qui en fait un membre du top 3 de l'histoire, c'est qu'en étant cet homme, il fut capable d'assassiner son propre ego pour nous livrer la pureté et la sainteté absolue. Dans Le Samouraï, Alain incarne un tueur à gages, mais ce n'est pas le voyou classique. C'est un homme doté d'un code inébranlable et d'une sensibilité qui l'a obligé à renoncer à ses émotions. Que voulez-vous? Vous tuer. Et dans Le Guépard de Visconti, il a incarné l'ambition et le changement d'époque, avec une beauté aristocratique qui aveuglait la caméra elle-même. Mais s'il y a un rôle légendaire où Alain fut capable de jouer l'opposé polaire de ce qu'il était réellement, c'est dans Rocco et ses frères. Rocco est l'un des miracles les plus inexplicables du cinéma. L'homme le plus dur et le plus froid du 7e art a interprété un saint, un homme qui pleure pour ses frères. Qui possède un regard pur, sans ego, et qui se moque de sa propre beauté. Rocco est un homme d'une bonté qui fait mal, un type sensible, tendre et innocent, qui se sacrifie et se laisse humilier pour le bien de sa famille. Ce que fait Delon ici est prodigieux, parce que ce visage d'ange souffrant ne sonne pas faux une seule seconde.
il parvient à transmettre une vulnérabilité qui vous brise le cœur. Il y a des scènes où il pleure, où il supplie, où il montre une fragilité presque enfantine, qui entre frontalement en collision avec l'homme que nous savons qu'il est hors écran. C'est le triomphe définitif de l'acteur sur la personne. Delon s'est vidé de sa morgue pour qu'il ne reste que le sacrifice. Il a réussi à nous faire croire que l'homme le plus désiré au monde était capable de pardonner l'impardonnable par pur amour fraternel. C'est une performance d'une spiritualité que Hollywood ne comprendra jamais, car là-bas, les stars soignent leur image. Au contraire, dans ce film, Delon l'a détruite pour atteindre l'immortalité. Marcello Mastroianni est l'âme du cinéma européen et l'antimatière de Hollywood. Alors que les Américains cherchaient des héros invincibles à la mâchoire carrée, Marcello a fui cette image pour nous offrir l'homme ordinaire avec tous ses doutes, ses ridicules et ses faiblesses. Il possédait un charisme naturel qui n'avait pas besoin de grands efforts, une élégance débraillée et un regard qui semblait toujours demander pardon d'exister. Dans une journée particulière, il a radicalement changé son image pour interpréter un homosexuel persécuté par le fascisme, dans une performance d'une délicatesse technique qui vous laisse sans voix. Et dans la Dolce Vita, il est devenu le visage éternel du vide de l'hédonisme et de la recherche de sens. Che muori dalla voglia di fare l'amore con me, perché non trovi nessuno che venga sotto le tue lenzuola. Mais son interprétation ultime, où il a incarné la psyché complète d'un génie, est 8,5. Ici, Mastroianni incarne Guido, un réalisateur en pleine crise créative, perdu dans un labyrinthe de souvenirs, de mensonges et de fantasmes. Ce que fait Marcello est une leçon de maître sur la façon de jouer le vide et la confusion. Il n'y a pas de grand drame, pas de cris. Il y a un regard fatigué derrière des lunettes de soleil, un geste de désarroi et une élégance mélancolique que lui seul pouvait porter sans paraître prétentieux. Mastroianni parvient à ce que le spectateur ressente de l'empathie pour un homme qui ne sait pas quoi faire de sa vie. C'est une performance d'une transparence absolue. Il ne semble pas jouer, il semble exister devant nous, se laissant porter par le chaos de son propre esprit. Il réussit à capturer l'essence de la confusion humaine avec une subtilité que Hollywood n'a jamais pu reproduire, car là-bas tout doit être épique et se résoudre par une explosion ou un discours. Alors que Marcello a prouvé que la chose la plus épique qui existe est le simple fait d'essayer de se trouver soi-même au milieu de nulle part. C'est pour cela qu'il occupe cette place, car il fut l'homme qui nous a appris que la vulnérabilité est la forme la plus élevée de charisme. Daniel Day-Lewis est le dieu absolu de la comédie, pas seulement en Europe, dans le monde entier. J'ai parlé des dizaines de fois de cet acteur. Sa méthode est absolument obsessive, maladive. Il n'a jamais joué. Il a vécu pendant des mois avant le tournage jusqu'à devenir le personnage. Il disparaît de la vie publique pendant des années seulement pour revenir et cesser d'être lui-même. Dans My Left Foot, il nous a donné la performance physique la plus étonnante de l'histoire, restant dans son personnage même hors caméra. Et dans Gangs of New York, il a créé Bill le Boucher, un méchant d'une férocité shakespearienne qui dévore vivante chaque scène du film. Mais dans There Will Be Blood, l'acteur a livré le sommet de l'interprétation cinématographique. I am the third revelation. I am the third revelation. Day-Lewis est ici une dissection de l'âme humaine pourrie par l'avidité. De sa voix caverneuse à sa façon de marcher, tout chez Plainview exhale une haine misanthropique et une ambition aveugle. C'est une performance d'une force volcanique. Il y a des moments, comme le baptême forcé ou l'affrontement final au bowling, où Day-Lewis atteint une intensité qui semble inhumaine. Il a réussi à créer un personnage qui est, à la fois, un monstre terrifiant et un homme profondément pathétique. Il a passé des mois à vivre comme le personnage, à créer une voix de toute pièce et s'est totalement isolé sans contact avec l'extérieur. J'ai parlé en détail de cette performance dans ma vidéo la plus populaire. Je vous invite à y jeter un œil, je vous assure qu'elle dépassera vos attentes. C'est cela le cinéma européen. Une leçon d'âme, de risque et d'une intensité que Hollywood, dans sa bulle d'effets visuels, a complètement oubliée. Si ce voyage à travers l'excellence des acteurs vous a rappelé pourquoi vous aimez le 7e art, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et je vous attends très bientôt pour la vidéo sur les meilleures actrices.